L'invité Europe 1, il est maintenant 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DCRI. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Bernard Squarcini, c'est vraiment la première fois. Hein? Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, oui tout à fait. Oui, bonjour. Ces agitateurs sur les Champs-Élysées et à Oyonnax contre le président de la République, est-ce que les services étaient renseignés, prévenus? Comment était-ce possible? C'est le rôle de la direction du renseignement de la préfecture de police, donc qui gère tous les événements liés aux grandes institutions françaises et étrangères. Mais il y avait eu, avant la journée d'hier, le 14 juillet dernier, il y a eu Oyonnax, il y a eu également la tragédie de Château-Renard. Aujourd'hui, ceci n'est pas acceptable. Utiliser un tel événement exceptionnel, le respect des morts de la Grande Guerre, c'est inacceptable. Oui, et pourtant ça s'est produit. Ça s'est produit, mais il y a eu une intervention très rapide des forces de l'ordre sur le chemin. Donc elle savait. Des défilés. Je le présume et je le souhaite. Mais en pareil cas, Bernard Squarcini, qui indique au pouvoir central l'ampleur de l'effervescence qui est en train d'agiter le pays? Alors, les préfets sont chargés d'établir une synthèse hebdomadaire qui remonte au secrétariat général. Et là, le ministre de l'Intérieur informe qui de droit les ministères concernés sur les motifs de la grogne. Et ce désordre public, est-ce qu'il n'a pas d'autres risques, d'autres conséquences? Est-ce qu'il ne laisse pas le terrain à éventuellement des cellules dormantes de terroristes qui pourraient se réveiller et en profiter? Oui, alors tout d'abord, un excès de désordre appelle un excès d'ordre. Et il y a beaucoup de forces mobiles, escadrons de gendarmerie mobile et compagnie républicaine de sécurité, qui sont employées à des tâches de maintien de l'ordre ou de prévention de troubles à l'ordre public. Tous ces effectifs ne sont pas sur le terrain de Vigipirate rouge, car je le rappelle, notre pays est très fortement menacé. Donc il y a danger pour vous. Il y a vous. danger à utiliser et à détourner les forces de l'ordre de leur mission première, qui est de protéger le citoyen au quotidien dans ses faits et gestes quotidiens. Et ce sont des militants d'extrême droite seulement? A priori, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur hier, mais d'après ce que l'on voit au niveau des informations, il y a aussi des gens normaux. Cela révèle, même si, encore une fois, ce n'est pas tolérable, un tel dérapage, cela révèle une coupure entre le gouvernement et, je dirais, une partie des citoyens, mais qui a été révélée, encore une fois, par un député de l'Essonne. C'est un problème même au sein du Parti socialiste. Vous voulez dire de Malek Bouti. Mais il faut intervenir beaucoup plus sévèrement en Bretagne contre les casseurs de portiques? Il y a beaucoup de casses, 45 radars, 5 portiques, il y a eu 3 interpellations, c'est bien, mais il y a eu 73 interpellations hier sur les Champs-Élysées. Bernard Squarcini, en 2007, c'est vous qui avez inspiré et réalisé la réforme du renseignement français. La direction centrale du renseignement intérieur est née de la fusion de la DST et des RG. Vous aviez 3300 experts avec vous. Le tout sous l'autorité directe du président de la République, Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un instrument pour lui? Pas du tout. On relève d'abord du directeur général de la police nationale, on relève du ministre de l'Intérieur, d'un Premier ministre. Nous avons un contrôle hiérarchique, mais in fine, et c'était aussi un aspect très positif de la réforme, la création d'un coordonnateur national du renseignement, une espèce de boîte aux lettres de luxe à l'Élysée, où le renseignement a été évoqué et traité en direct. Mais en matière de renseignement, qui doit être le patron incontesté? C'est le président qui doit, je dirais, décider en termes politiques et in fine, toutes les évaluations lui parviennent. C'est-à-dire que le circuit doit être court. Le circuit doit être très court. Les expériences de secrétariat d'État ou ministre délégué n'ont jamais fonctionné au sein du ministère de l'Intérieur. Vous avez été remercié par Manuel Valls parce qu'il y avait cette proximité vraie ou fausse avec le président Sarkozy. Vous avez Comme été remercié. Tous les directeurs du renseignement, ils sont tous proches du président, rassurez-vous. Oui. Quelle que soit la couleur du président, il faut... une confiance, mais regardez aujourd'hui. Et en combien de temps vous avez été remercié? 48 heures. Quelle est aujourd'hui, Bernard Squarcini, la menace? Elle a évolué, mais quelle est la menace? Qui est l'ennemi? Alors la menace repose essentiellement sur l'islam radical sunnite, Al-Qaïda et ses filiales à travers le monde, même s'il ne faut pas oublier le radicalisme chiite, avec le retour possible du Hezbollah. Aujourd'hui, nous avons bien sûr une crainte particulière sur notre territoire national, c'est bien sûr la notion de loup solitaire ou autre. Également, nos intérêts français à l'étranger, que ce soit un pavillon Air France, une ambassade ou mais est-ce que le niveau de la menace il est très à l'égard de la France est en train d'augmenter? Compte tenu de l'intervention militaire au Mali, vous avez vu que 4 factions autonomes
se sont solidarisés et font front commun face à l'intervention militaire. Donc nous sommes visés. La France est visée et malheureusement l'assassinat des 2 journalistes, même si les conditions de forme ne sont pas encore élucidées, ce sont des Français qui ont été visés. Il y a des individus qui menacent, et ceux que vous avez vous-même appelés les loups solitaires, dont Mera. Alors je dois dire que vous avez été l'objet de 3 mises en examen, dont 2 sont tombées. L'affaire Mera, est-ce que votre DCRI n'avait pas échoué à ce moment-là? Et quel a été, au moment de l'histoire de Toulouse, le dysfonctionnement majeur? Il y a d'abord un problème d'évaluation, bien sûr. Deuxièmement, un problème de texte. On ne peut pas interpeller les gens sans texte juridique, qui n'existe toujours pas, puisqu'on est sous le règne de l'association de malfaiteurs. Or, pour un individu solitaire, c'est un peu difficile. Donc, il n'y avait pas de coordination. Et enfin, un problème de coordination sur le terrain entre les 3 parquets différents, celui de Paris, Toulouse, Montauban. Et nous n'avons pas été associés à l'enquête judiciaire, sauf après... Parce que les autres pensaient que c'était l'extrême droite. Mais ça veut dire que si on avait saisi la DCRI, plutôt on ne réécrit pas l'histoire, mais est-ce qu'on aurait pu éviter la tuerie des écoles? Je pense que en ce domaine, éviter les choses, ce n'est pas évident, mais raccourcir les délais pour prévenir des actions, oui, on le peut, mais il y a eu un manque de coordination en termes judiciaires. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a une quinzaine de Mera qui sont identifiés mais pas neutralisés. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils passent à l'acte? Et je pense que là aussi, nous n'avons pas de texte juridique qui nous permet de traquer des individus solitaires. Donc il faut attendre le passage à l'acte ou, avec l'accord d'un magistrat instructeur, trouver les éléments prédisposants. Une sorte de pacte national et de loi. Bien sûr, nous sommes sur un bloc, un corpus juridique qui est tout à fait ancien, désuet, que ce soit sur les écoutes, que ce soit sur les apprentis djihadistes sur notre territoire national, comme, je dirais, bien d'autres domaines. Et il faut une loi sur le renseignement en général. Pas seulement dans l'intérêt de ceux qui font ce travail. Alors, il faut protéger ceux qui font ce métier, tant qu'il y en a encore, parce qu'aujourd'hui, je pense que la motivation... Mais nous, les citoyens, d'abord. Alors, il faut protéger surtout la sécurité des citoyens. Et il y a, deuxièmement, la mise en examen sur la violation du secret professionnel dans l'affaire Bettencourt, les fameuses fadettes. Vos services avaient écouté des journalistes. Absolument. Est-ce que parce que... Il n'y a jamais eu d'écoute de journalistes, et je le rappelle. Et le premier chef de mise en examen, qui est la violation du secret des correspondances, est tombé immédiatement, puisqu'une facturation détaillée, une donnée technique n'est pas une écoute. Oui, c'est-à-dire que la DCRI peut écouter les journalistes, ou vous voulez dire... Absolument pas. Mais pourquoi vous l'avez fait alors? Pourquoi vous l'avez fait à l'époque? Alors, je suis dans ma mission d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et de la nation, puisque c'est un des articles de la loi de 91 sur lequel il y a une interprétation juridique. Et c'est pour cela que le 3e chef de mise en examen est maintenu, collecte illégale, mais l'article 20 a toujours été utilisé par d'autres services. C'est vrai que vous étiez persuadé que c'était une guerre entre droite et droite à l'époque? On peut dire qu'il y a eu un problème droite-droite pour un moment où on pouvait espérer changer de Premier ministre. Votre livre est très intéressant, et c'est ma dernière question. La révélation de l'espionnage américain a déclenché une tempête de protestations. Vous choisissez l'ironie. Vous dites le scandale de NSA n'en est pas un, c'est plutôt un non-événement. Comment ? C'est un non-événement. Seul Snowden a révélé ça au niveau opinion publique, mais ce n'est pas un scandale. C'est-à-dire que vous saviez? Mais tout le les monde services sait. savent? Nous coopérons à 50% sur le contre-terrorisme avec les USA et bien d'autres pays. Pour le reste, il y a une opacité et chacun défend ses intérêts nationaux. Il y a beaucoup de choses dans son livre. Évidemment, renseignement français, nouveaux enjeux. Bernard Squarcini, Étienne Pelot, c'est aux éditions Ellipse. Demain, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevrez Bertrand Delanoë, le maire de Paris, à 8h20 en direct sur Europe 1. Exact.